Solo. Ah. Yo, bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va parler de ce chef-d'œuvre qu'est Unbreakable, Incassable, réalisé par M. Night Shyamalan en 2001 avec Bruce Lewis et Samuel L. Jackson. Bon alors, on va pas vous insulter, vous faire un résumé de l'histoire parce que tout le monde la connaît. On va plutôt s'intéresser au film en soi, dans ce que ça raconte en profondeur, plus que l'histoire qu'on nous raconte juste comme ça. Bon, il faut juste savoir que c'est la deuxième collaboration de Bruce Willis avec M. Night Shyamalan qui lui a parlé du projet du film pendant qu'il tournait le magnifique Sixième Sens, que je dois voir là d'ailleurs. Attendez, j'enlève la pastille du magasin où je l'ai enlevé parce qu'après on va dire que je fais de la pub. Haha. Putain, j'ai réussi. Donc le Sixième Sens qui est là, peut-être qu'on en reparlera un prochain jour, on sait pas, on ne sait plus, peut-être qu'on s'en fout aussi, Donc pour revenir à notre Incassable, voilà, on va le foutre là, parce que c'est un petit peu plus esthétique, voilà, te casse pas la gueule. Il faut savoir que c'est un film qui est bourré de symbolique, des plans de caméra, aux couleurs utilisées, jusqu'au nom des personnages. On a bien évidemment le protagoniste qui s'appelle David Dunn, et qui va se retrouver opposé, au final, au personnage de Samuel L. Jackson, qui s'appelle dans ce film Elijah, ou Elijah en français, ça a tout de suite moins de classe. Déjà, si on peut revenir sur ces deux prénoms, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? David, donc David, dans la Bible et tout le bordel, tout ça, le mec a juste été proclamé Messie, lors de son intronisation en tant que roi d'Israël. Bon, déjà, ça place le mec, c'est pas Joel rigolo, Quant à Elijah, c'est l'annonciateur de l'arrivée du Messie. Dans le judaïsme, apparemment, le gars, éventuellement, bon, il faisait des miracles, de ce que j'ai compris, voilà, des trucs que tu fais le samedi après le barbecue. Et donc, c'est intéressant, pourquoi le choix de ces noms dans ce film? Parce que c'est grâce à Elijah que David va trouver son but dans la vie, qui va devenir le premier super-héros dans le monde réel. Et c'est quand même grâce à lui. Donc, l'annonciateur du Messie, Elijah, et David Dunn, qui est proclamé Messie, le premier super-héros qui va avoir comme mission de sauver l'humanité. Alors déjà, bon, voilà, c'est pas mal. On n'a pas des noms genre Ray, Finn et Poe, tu vois, genre, je dis ça sans viser personne du tout. Que ça soit clair. Ce qui va être intéressant de remarquer dans ce film, c'est que il est fait d'une multitude de plans-séquences. Voilà, Shyamalan commençait à comprendre comment marchait Hollywood, le mec s'est dit, je vais faire un film qui prend son temps, qui est pas spectaculaire, on va me le charcuter. Donc le type, il a fait que des plans séquences de 5-10 minutes à chaque fois, pour qu'on puisse pas couper son film. Voilà. Mais ce qui fait aussi que on ressent une certaine mélancolie lancinante pendant tout le film, parce que, on le voit là, Bruce Lewis, c'est pas le mec super jovial dans le film, il est un peu tristounet. C'est pour ça d'ailleurs que toute la scène, et même beaucoup, vont être nappés de bleu, mais à balle, parce que qu'est-ce qu'on avait dit déjà? Le bleu, c'est la couleur des poireaux, non c'est pas ça, de la mélancolie au cinéma, voilà. Il va être également intéressant de noter qu'au niveau des codes couleurs, la couleur représentante David, ça va être le vert. Pas fait exprès. Donc, on a sa petite chemise qui est verte, bon là vous le verrez pas trop mais elle est bien verte, Et ce qui est plutôt intéressant, c'est que cette couleur qui représente David, on en a qu'une simple petite touche dans cette scène-là. C'est comme si cette couleur le représentait, mais que comme David est dans le déni de ce qu'il est pendant les 3/4 du film, elle est camouflée sous différentes couches. On a la cravate, plutôt brune, on a la veste de costume qui est également dans les marrons, et en fait, on a un indice visuel de l'état d'esprit du héros déjà. On a le cadre bleu qui vraiment le plonge dans une mélancolie, et la couleur le représentant, qui est camouflé par différentes couches, ce qui fait que le mec suffoque en fait. Il n'arrive pas à accepter ce qu'il est, ce qu'il doit faire, vu qu'il est dans le déni pendant tout le film, et c'est super bien vu de la part de Shyamalan. Déjà, visuellement, on a un petit indice, parce qu'on sait très bien que Shyamalan adore jouer avec les couleurs, et aime que chaque personnage soit représenté justement par une couleur, et que ça ait une signification. Et là, le train accélère. Bruce Lewis, il sait qu'il y a un truc qui va pas. Et on a un magnifique show don't tell, en traduisant en anglais
montrer, ne pas dire. On va avoir un cut immédiatement sur un gamin qui regarde la télé, et du coup, il voit un accident de train à la télé. On a sur le bandeau le numéro du train, le petit qui commence, on le voit, à paniquer, il se lève, et d'un coup, il regarde sur la porte du frigo. Qu'est-ce qu'on voit? Hop, on voit qu'il y a marqué papa, le numéro du train qu'on a vu aux informations, sur un post-it orange. Et donc si on a 2-3 connexions bien faites dans le cerveau, on se dit « Ah merde !» Et on comprend tout de suite que c'est celui-ci qui a déraillé. Et donc on fait la connexion, ok, c'est le fils de Bruce Willis. Et donc voilà, plutôt que d'avoir une scène bateau avec de l'exposition forcée où le gamin sera avec un copain genre « Ah mon papa il est dans le train, nana, j'attends qu'il rentre, gna 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 », là on a un truc un peu plus subtil. Et en plus, on a la couleur du post-it orange qui avertit d'un danger. Ah, c'est bon. On va avoir ensuite cette scène où le personnage de David se réveille aux urgences. On va tout de suite voir que le cadre est focalisé sur lui de très loin, mais surtout qu'il est centré à l'image. Qu'est-ce que ça veut dire donc? Je recommence. Qu'est-ce que ça voudrait-il dire donc? Voilà. Donc, on a le personnage. Si vous avez suivi un peu nos vidéos, vous devez commencer à comprendre comment ça marche. Le personnage est tout petit dans le cadre, encadré de bleu, centré à l'écran. Qu'est-ce que ça veut dire, hein? Bon. Ça veut dire que le type, il est pas dans son élément, il se sent mal dans son environnement, il est tout petit. On repense à la vidéo d'Insidious. Le type est tout petit dans le cadre, il se sent mal, il a pas trop de repères, il est centré parce qu'il est ni à droite ni à gauche, il est ni dans le mal ni dans le bien, il est juste perdu. Et il est dans un bleu ambiant, c'est-à-dire que toujours cette mélancolie. Par contre, on lui a fait tomber sa veste et sa cravate. Il arbore donc sa chemise verte, c'est-à-dire que cet événement va faire de lui le premier survivant d'une catastrophe où il est censé y avoir personne qui survit, quoi. Donc le mec devient spécial à ce moment-là. Et en plus, on a cette opposition du type qui est en train de mourir en premier plan, et lui qui est au-dessus du type qui meurt, forcément. Symboliquement, il est supérieur à ce type qui meurt et qui se vide de son sang. Parce que lui est incassable, et donc ne peut pas saigner, et donc ne peut pas mourir. Et donc, le cadavre s'efface petit à petit. Enfin, le cadavre, le mec, il est en train de claquer, mais bon, hein, peut-être on sait pas. Disparaît, et lui prend un peu plus d'importance, parce que il est passé à un stade au-dessus de l'humain lambda. C'est pas mal quand même, hein. Et ensuite, on a ce plan séquence, qui est vraiment, alors déjà un défi technique, parce que bon, une caméra c'est quand même assez balèze, ça va falloir faire tourner le bousin à plusieurs reprises, il va falloir suivre Bruce Willis, toujours ce bleu qui l'encadre complètement, parce que bon, c'est toujours pas la joie, hein, bon... Le mec a survécu quand même, il pourrait esquisser un petit sourire, quoi, mais bon, bref, c'est pas le but de la scène. Il va retrouver sa famille, on voit le petit Joseph et la maman qui sont là, et on voit que Bruce Willis est super ravi de retrouver sa famille. Et là, il est dans l'exultation de la joie, il est vraiment content d'être sorti et de retrouver sa femme qui elle aussi a l'air vraiment très heureuse. Oh là là, ça sent l'amour. Hein, on sent que là, on est bien. Voilà, donc le câlin... Le jour où ta meuf te fait ça, plie les gaules parce qu'il y a un problème. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que grâce à ça, on comprend immédiatement la situation familiale. Parce qu'on n'a aucun son ambiant, on a juste un truc un peu... une petite saturation. On a le gamin qui met la main de ses deux parents l'une dans l'autre. On comprend donc que ça va pas très bien entre eux, et que l'enfant s'en est rendu compte, et surtout, on a ça, voilà. Lâche-moi la main, tu m'énerves. Est-ce que tu peux te barrer? Limite, il a envie de lui dire, ou alors elle, on sait pas. Et donc voilà, donc c'est pas la joie, mais avec ces quelques plans séquences, on comprend tout de suite où on en est dans la psychologie des personnages, dans leur vie. Et même là, on sent que c'est... Voilà, on sent que c'est pas la joie. C'est pas un film des frères Wayans, quoi. Tu vois, on va pas se taper le cul par terre. Ah, il fait de la peine. Mais mange! Et pour montrer que le mec ne va vraiment pas bien, on le met à gauche du cadre, mais alors tout à gauche, hein. On le sait maintenant, le mec tout à gauche à l'image, hein, c'est que le type dans sa vie ça va pas et que... Voilà, donc le petit père Bruce Willis qui va toujours vers la gauche du cadre, parce que pourquoi essayer d'aller mieux? On va avoir un surcadrage sur les deux, donc qui sont, voilà, un surcadrage, c'est quoi qu'il y a deux trucs de chaque côté. Mais surtout, on va avoir une discussion, alors qu'ils ne sont pas dans le même plan. Voilà, ils sont même pas à la même hauteur, c'est-à-dire que Audrey est dans sa chambre, enfermée, confinée avec ses deux pans de mur, lui pareil, mais de l'autre côté, et voilà, le dialogue est impossible. On sent qu'il n'y a plus trop d'amour, ils se font même... Enfin, elle lui fait face, lui pas du tout. Ils sont plus dans les mêmes positions, ils sont pas sur le même plan, ils sont même pas dans le même cadre. Voilà, ils sont même pas tournés dans la même direction, donc c'est terminé, quoi. Là,
faut plier les bagages, tu cloues les fenêtres, maison à vendre, voilà. Et donc David va se rendre au mémorial pour célébrer, pour rendre hommage à tous les morts, pardon, pour rendre hommage à tous les morts qu'il y a eu dans l'accident de train. C'est vachement drôle. Et donc il va avoir cette fameuse lettre sur son pare-brise, est-ce que vous avez déjà été malade dans votre vie? Et donc là il cherche un peu, mais qui a bien pu faire ça? Il croit que c'était une contravention, donc il est content. Mais par contre, on va avoir ce plan qui passe de la vue humaine au plan zénital. Qu'est-ce que ça veut dire donc? Là, on a quelque chose qui rappelle le divin. Le plan zénital, c'est le regard divin. Donc, en fait, en se posant cette question, il atteint un niveau de conscience supérieur. C'est-à-dire que oui, effectivement, il va réaliser que dans sa vie, il a jamais été malade. Et donc, c'est comme si une force supérieure l'appelait. D'où le petit plan zénital qui va bien. Oh, cette vieille, qu'est-ce qu'elle m'énerve? C'est une connasse dans le film. Pardon. Un de mes plans préférés du film. On va avoir David qui assure la sécurité dans le stade de football américain. Encore une fois, surcadré, avec son uniforme de sécurité, la capuche rabattue parce qu'il pleut. Mais ça fait un peu quand même le mec avec sa cape. Donc on a une espèce de figure super-héroïque dans l'ombre et surcadré sous une entrée de stade américain, qui veut dire que le mec n'est pas accompli en fait. Il est centré dans l'image, donc toujours confus dans sa tête, et comme il est dans le déni de ce qu'il est, il est encore dans l'ombre, il ne s'accepte pas. Il a ce truc en lui qu'il n'exploite pas. Donc, symboliquement, on te montre que oui, il a la forme du super-héros avec la cape et tout machin, mais qui reste dans l'ombre, qui ne s'affiche pas au grand jour. C'est beau, putain, c'est beau, moi j'aime beaucoup ça. C'est de toute beauté. On va ensuite couper sur un flashback concernant Elijah quand il était petit. On va le voir indirectement dans le reflet d'une télé. On a compris grâce à l'introduction qu'il avait une ostéogenèse imparfaite, c'est-à-dire qu'il avait la maladie des os de verre, donc tu lui souffles dessus, le mec c'est comme une biscotte, il craque. Il a eu 50 fractures je crois dans le film, ils le disent, arrivé à l'âge adulte. Donc oui, le pauvre. Il le dit d'ailleurs, hein, si je sors je vais encore me péter le bras, donc le faire enculer. D'ailleurs il essaye mais ça marche pas, il a le bras cassé. Non, c'est pas gentil. Et sa mère va essayer de le booster. Encore une fois, les couleurs. Elijah est lui représenté par le violet. Alors, Night Shyamalan voulait une couleur assez noble pour le personnage d'Elijah. Et en fait, quand Sam Jackson a été casté pour le rôle, c'est lui qui a proposé le violet. Parce qu'il adore cette couleur. D'où la couleur de son sabre violet dans Star Wars épisode 2 et 3. C'est lui qui l'a imposé à Lucas, qui lui avait dit non, les Jedi c'est bleu ou vert. Et lui il a dit hey, motherfucker. Enfin bref, il a négocié à sa façon et il a réussi à avoir son sabre violet. Et c'est pour ça que c'est le seul Jedi à avoir un sabre violet. Il est fort ce Sam. Et donc pour le faire sortir de chez lui, sa mère va lui acheter un cadeau qu'elle va déposer sur un banc en face. Et pour l'avoir, il va devoir dépasser sa peur et sortir de chez lui pour récupérer son paquet. Le paquet qui est bien évidemment de la couleur violette, la couleur d'Elijah. Et on va avoir un superbe plan lorsqu'il va ouvrir son cadeau. Oui, c'est quand tu veux. On va avoir un plan rotatif juste là, parce que c'est ce cadeau qui va changer la vision des choses pour Elijah. Attention, il faut pas vomir. C'est pas fini. Voilà. Donc c'est ce comics qui va chambouler son monde, d'où le travelling rotatif. Et on remarque que... Attendez, je reviens un peu en arrière. Et donc on remarque que le comics est entouré de violet, parce que c'est sa couleur, donc ça va être son univers en tant qu'adulte. Que le héros, comme de par hasard, il est habillé en vert. Est-ce que ça serait pas un petit foreshadowing pour quelque chose? Je ne sais pas. Et en parlant de foreshadowing, vous en voulez une bonne? Oui, le héros est en vert, mais sa némésis est en jaune, et qui est représentée par une bête. D'ailleurs, Elijah le dira lui-même en présentant le dessin original de cette couverture à un potentiel client. It's a classic depiction of good versus evil. Je mettrai des sous-titres pour ceux qui n'ont pas compris, mais je vous demande de retenir cette information pour plus tard. On sait jamais, ça peut servir. Je vais revenir juste un petit peu en arrière parce qu'il y a une phrase que la maman d'Elijah prononce, et je trouve qu'elle est vachement importante dans le film. Sinon il l'aurait pas mis, espèce de connard. Ouais, en fait non, on va y revenir plus tard. Parce que j'ai envie, c'est comme ça, et je fais ce que je veux encore. C'est ma vidéo, merde. T'as un problème? Tu veux te battre?
Voilà, donc un des premiers plans sur Elijah, qui est maintenant devenu un adulte accompli. Accompli, c'est important. Vous voyez que là, il est entièrement habillé en violet. Hein. C'est sa couleur, c'est ce qu'il représente. Parce qu'en fait, le gars, maintenant, il est accompli, contrairement à David. Il a une mission en tête, c'est trouver le premier super-héros dans la vraie vie. Voilà. Donc, voilà, il n'y a pas besoin de mettre des pulls orange, des machins, des shorts rouges, des trucs, machin. Cependant, il était important que, avant d'être tout en violet, il était important que même enfant, la couleur orange et le pantalon rouge, voilà, ce sont des couleurs un peu criardes, je sais pas ce que je veux dire. Le rouge, c'est Shyamalan, c'est le danger, le même que le orange en général. Bon, c'est des couleurs qui se ressemblent un peu. Oh non. Ah si, ça se ressemble. Non. Si. Non. Si. Ben si. Et donc, il était important de lui mettre ce type de couleur dans son enfance parce que c'est son enfance et tout ce qu'il a vécu qui ont fait qu'il va péter un plomb adulte. Et donc, qu'il y avait déjà un terreau propice au fait qu'il allait devenir l'opposé de David. David va devenir un super-héros, mais Elijah va devenir le vilain de l'histoire, et donc, même si le violet lui correspond, c'était important de montrer des touches de couleurs qui annoncent un danger, mine de rien. Voilà, encore une fois, pour jouer avec les couleurs, on va voir Elijah qui expose sa théorie à David, et en fait, comme le super-héros, ça l'obsède depuis toujours, on va avoir ce vert ambiant autour de lui, le vert étant associé à David, mais également à une force de la nature, au premier super-héros. Donc, comme il a cette idée en tête tout le temps, on le met sur fond vert quand il expose sa théorie à David. Par contre, David, sur le contre-champ, haha. Vas-y, on n'a pas toute la journée. One eternity later. Voilà, donc on a Brice Willous, Le seul de vrai, piège de cristal 1, 2 et 3. qui a encore un peu de vert sur lui, mais encore camouflé par sa veste dégueulasse, kaki, tout pourri, marron plutôt. Et comme il est dans le déni et qu'il refuse, on garde quand même la veste par-dessus la petite chemisette. C'est con, accepte mon gars. Putain, c'est cool d'être le premier super-héros, merde. Et là, on va avoir une scène d'une tension assez viscérale. Le personnage d'Elijah qui va tenter de rattraper un type pour vérifier une de ses théories. Et en fait, il a peur des escaliers parce que s'il se casse la gueule, il va prendre ultra cher. Et malheureusement, c'est ce qui se passe. Et là, entre la musique de James Newton Howard, qui est magnifique, et l'absence totale de bruit, à part le bruit des os qui cassent, rien que de voir les images, et les cris de douleur de Sam Jackson, cette scène, elle marche vraiment à chaque fois. C'est parce que ça pique? Elle marche d'autant plus que la théorie d'Elijah se vérifie quand il voit que le type était bel et bien armé, comme l'avait pressenti Monsieur David Dunn. Et donc il est content même s'il est tout pété, quoi. Et donc on se retrouve après la fameuse scène des haltères où David prend conscience qu'il a un potentiel physique assez incroyable, et on va le voir se déplacer de la gauche du cadre jusqu'à la droite, enfin jusqu'au centre plutôt, et qui va se décider à tester un peu ses pouvoirs, si ça marche, et donc c'est là qu'il va commencer à se laisser approcher par les gens, et qu'il va avoir ses flashs, voilà, comme là, où il entend les cris d'un enfant battu, avec cette dame qui est représentée en rouge. Bien évidemment, la couleur du danger. On garde cette scène à l'esprit pour éventuellement autre chose. Là, il veut plus y croire, ça commence à être compliqué pour lui. On a d'ailleurs la même chose quand il va envoyer chez Elijah, quand il va lui dire « Ouais, j'avais enfin trouvé quelqu'un qui pouvait peut-être me délivrer de cette souffrance que je ressens tous les matins. » Et donc il dit « Bon, écoute, maintenant, toi, avec ta coupe afro et ta chaise roulante, tu m'emmerdes, casse-toi, hein, je veux plus te voir, ou je te mets un pain. » Voilà. Donc là, il le rejette complètement, lui et sa théorie, et c'est pour ça qu'il glisse lentement vers la gauche, plutôt par là. Parce que bon, c'est bien beau les théories de comics, mais là les gars, c'est la vraie vie. Hein. Superman, tout ça, ça n'existe pas. Hein. Là, faut payer les factures, faut payer le dentiste du gamin, et voilà. Hein. Donc, tes histoires des comics, t'es gentil, tu te l'enroules, tu te le fous dans le fion. Voilà. En gros, c'est ce qu'il lui dit. Je paraphrase, mais en gros, on n'est pas loin. Donc les parents devaient sortir pour se rabibocher un petit peu parce que ça commençait à aller mieux, mais le gosse a fait une tentative de meurtre sur toute sa famille en voulant tirer sur son père pour lui montrer qu'il était immortel du coup.
Et ils l'ont grondé, hein, il est dans sa chambre pendant moins 1 heure, ce qui est normal. Quand tu essaies de tirer sur ton père, c'est la moindre des choses. Et donc on a ce plan qui m'a toujours mis mal à l'aise du gamin qui est comme ça avec ses jouets mais qui joue pas avec. Le héros qui est encore représenté par du verre, hein, je sais pas, je dis ça comme ça. Et donc les parents qui vont aller manger en amoureux. C'est qui lui? Et on va avoir une scène plutôt mignonne au début avec Audrey et David, mais qui va avoir beaucoup de sens, c'est-à-dire qu'en fait ils vont être là, ils vont papoter de « Ah, ma couleur préférée, mes trucs, mes machins, des trucs, des fous, on s'en fout en fait. » Mais ils sont là, ils sont en train de badiner, en train d'essayer de rétablir le contact, mais c'est un peu de la merde ce qu'ils se disent. Donc du coup on les voit de loin quand même, parce que bon, ça n'a aucun intérêt. Et au fur et à mesure que Audrey va attaquer vraiment dans le vif du sujet, parce que bon, elle a pas le temps de niaiser, hein, c'est ce qu'elle veut quand même, et ben on va avoir ce plan qui va doucement se rapprocher d'eux à mesure que les questions vont devenir de plus en plus pertinentes, et à mesure où David va se livrer de plus en plus. Parce que David va tout simplement enfin avouer ce qu'il a sur le cœur à Audrey, et donc du coup c'est un premier pas vers ce que lui ressent, et pourquoi il se comporte ainsi avec elle, parce qu'il la met à l'écart, lui et son fils, parce qu'il ressent une tristesse générale depuis des années qu'il n'arrive pas à s'expliquer. Et donc il se met à nu pour la première fois, et donc voilà, ce plan se rapproche d'eux parce que quelque part eux se rapprochent grâce à ces révélations. Est-ce que c'est pas beau ça? Est-ce que c'est pas pensé vraiment comme Et donc en revenant de leur petit dîner en amoureux qui était censé quand même bien se passer, là David a quand même avoué à sa femme que oui, je suis marié depuis 20 ans avec toi, mais en fait je suis malheureux. Donc si tu veux, pour redémarrer une relation, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc quelque part, c'est la merde. Et ce qui devait les rapprocher, finalement, bah, ça les a peut-être plus séparés qu'autre chose. Et donc, qu'est-ce qu'on a à l'image? On a littéralement une séparation au milieu entre David et Audrey, qui sont même... Ils sont dans le même cadre, pardon, j'ai dit le même plan. Ils sont dans le même cadre, mais ils ne sont pas sur le même plan. Bruce Willis est plus en avant parce que il met sa femme en retrait. Et on a cette coupure entre deux. Il y a vraiment à l'image quelque chose qui les sépare physiquement. Si vous avez vu ma vidéo sur Hobbs & Shaw, voilà, tout concorde, ce sont des codes, voilà, c'est pas fait comme ça au pif pour faire joli, voilà. On met pas un pylône en plein salon comme ça pour... C'est pas les persos qui se sont dit tiens dans notre salon on va mettre un pylône, ça va faire joli. Non, c'est fait pour montrer quelque chose à l'écran. On a ensuite David qui va visiter l'entrepôt où est gardé les restes du train, et il va avoir ce flashback qui va lui rappeler que déjà tout jeune il avait sauvé sa copine qui va devenir sa femme d'ailleurs d'un accident de voiture en pliant la porte en deux physiquement. Donc il va appeler Elijah qui va lui dire bah ouais mon gars, je te le dis depuis le début que t'es Superman en gros, donc bouge-toi le fion, sors-toi les doigts et va faire des sauvetages. Et donc là, il se décide, il se dit bon merde, écoute, il va à la gare, il met son petit capuchon de sécurité parce que c'est un peu son costume de base de super-héros, et il commence à s'ouvrir aux autres, et en fait il va avoir des flashbacks, et il va voir ce que les gens ont fait de mal. Et ce qui est intéressant, c'est que ces personnes-là sont systématiquement mises en avant dans les flashbacks, qui sont, allez, je vais pas dire noir et blanc, mais quasiment, et la personne qui a fait du mal est systématiquement mise en couleur. Je sais pas si ça se faisait beaucoup à l'époque, parce que le film est sorti en 2001, donc il a été tourné en 2000, et je me semble pas avoir vu beaucoup de fois ça dans des films. Bref, c'est une scène que j'aime beaucoup, parce qu'encore une fois, elle est portée par la musique de James Newton Howard, qui te prend vraiment... Elle est incroyable cette scène. Et on va avoir le pire mec, voilà, le pire mec de toute la salle, qui est lui en orange, vraiment vif pétant, qui s'est introduit un jour dans une maison et a tué les gens et a pris possession de la baraque, voilà. Et donc, Bruce Lewis, en bon héros qu'il est, il va lui péter la gueule, et ouais, parce que c'est quand même John McClane le mec à la base. Bon, il a plus de cheveux, mais il envoie encore des patates, hein. Et donc dans son affrontement contre ce type-là dans la maison, le mec va le jeter par la fenêtre et il va tomber sur une bâche de piscine. Il va se retrouver confronté à sa seule faiblesse qui est l'eau. Et comme dans les films de Shyamalan, le thème central c'est plus ou moins affronter sa peur tout le temps, et là on a vraiment cette scène de confrontation avec son propre démon, la peur de l'eau, qu'il va réussir en plus à vaincre grâce aux deux gamins que lui-même a sauvés plus tôt, et qui sont là pour lui tendre la perche, hein, littéralement, pour le sortir de l'eau et le sauver à leur tour. Et suite au sauvetage de la famille, on va avoir cette scène qui est magnifique, c'est-à-dire qu'il prend sa femme dans ses bras, qui s'était endormie dans le salon, et il va la monter dans sa chambre, parce qu'ils avaient chambre à part, elle dormait en bas, qui est plus ou moins un miroir au fait qu'il l'avait pris dans ses bras quand il l'a sauvé la première fois. Et donc là, il va symboliquement sauver son mariage par cet acte, il la reprend dans ses bras, il l'amène dans la chambre avec lui, et quand elle va lui demander est-ce que ça va,
il va lui dire cette phrase que j'ai mis du temps à comprendre parce que je l'ai vu à 15 ans ce film-là, et il lui dit « J'ai fait un mauvais rêve ». Et à suite à ça, ils vont s'étreindre tous les deux. Dans la scène où ils discutent au restaurant, il lui explique que la première fois qu'il a su que ça n'allait pas marcher entre eux, c'était suite à un cauchemar, pas faire peur à sa femme, il lui avait pas dit. Et là, le fait qu'il lui dise « j'ai fait un mauvais rêve », c'est-à-dire que la confiance est revenue entre eux, et qu'il ne met plus sa femme à l'écart, il lui dit clairement « je me sens mal ». Et donc on voit que ça lui fait extrêmement plaisir, et qu'elle l'étreint avec sa main, et que c'est la première fois qu'ils ont une étreinte vraiment, un câlin vraiment sincère, contrairement à celui du début du film. Et on voit l'amour qui revient entre eux, c'est beau! Notamment sur ce plan qui arrive, où le petit Joseph, il redescend de sa chambre parce qu'il a entendu des bruits bizarres toute la nuit, il a pas beaucoup dormi. Et là, on a David et Audrey qui discutent, qui rigolent même, dans le même plan tous les deux. Et on sent que l'alchimie revient, et on sent que ça va mieux, parce qu'ils sont souriants, ils sont là penchés l'un vers l'autre, et puis ils déjeunent ensemble, et puis voilà. Contrairement, encore une fois, au premier plan du film où David déjeune tout seul dans le bleu, et là on a du vert partout. On n'avait même pas remarqué que la cuisine était verte. Mais là, on a de la couleur. Ça revient, c'est beau, c'est joyeux. Même le petit est habillé en vert, parce que c'est la scène où son papa va lui dire que c'est vraiment un super-héros, et que lui va être super content, et voilà. Ouais, il y a du vert partout, c'est éclairé, même Audrey est en blanc, elle ressort, elle est pimpante, elle est éclatante, quoi. C'est beau, c'est beau. Et on va finir sur la scène où David et Elijah se serrent la main en signe d'amitié et où David va en fait avoir la vision de tous les actes terroristes dont Elijah est l'auteur, un building qui a pris feu suite aux révélations de ce type, le train qu'il a fait dérailler, un avion qui s'est écrasé par sa faute également. Et donc David qui quand même est quand même assez déçu d'avoir perdu son ami, qui l'a fait s'accepter lui-même, et là on a ce retour du bleu qui revient quand même autour de David, quand il comprend que son meilleur ami c'est aussi le pire salopard qu'il ait jamais rencontré. Et en fait, on comprend que Elijah a fait tout ça pour se trouver lui-même. Comme il le dit, s'il existe quelqu'un d'aussi fragile que moi dans le monde, il doit y avoir mon opposé. Et donc en trouvant David, qui est son opposé physique, il est aussi son opposé idéologique. Si David est le héros, lui sera le Némésis. Et cette révélation, elle est géniale. Elle est géniale parce qu'en plus on te le présente comme une victime depuis le début, on te le présente comme quelqu'un qui est triste, On s'attache à Elijah en plus. On te le montre vraiment, tu sais qu'il a eu une vie très dure et du coup t'as de l'empathie pour lui, t'as énormément d'empathie. On te le montre de profil, parce qu'en général le profil c'est au cinéma c'est le code de la personne qui a quelque chose à cacher. Et c'est pour ça qu'une fois qu'il avoue tout ça, il va se retourner face à David et il a plus rien à cacher, il a exprimé tout ce qu'il avait sur le cœur et il a enfin trouvé sa place. Et c'est pour ça que le film se termine sur un plan de lui, en face caméra. Il a trouvé sa vocation, et il a enfin trouvé sa place dans le monde. Et voilà pour Incassable, qui est un film incroyable. Voilà, c'est le meilleur film sur le thème du super-héros que vous pourrez voir dans votre vie. Il est absolument génial, il faut le voir absolument. Voilà, bon, je pense que si vous regardez cette vidéo, vous l'avez déjà vu, mais essayez de le regarder avec toutes les infos que vous avez vues dans cette vidéo. Je peux vous dire que vous allez tilter plein de choses. Et là, on a David qui, malgré le bleu ambiant, sort du film par la droite du cadre. Parce que lui aussi est accompli maintenant. Voilà, c'est beau, c'est beau. Je ne sais pas ce qu'il faut dire de plus, c'est beau. Voilà, donc, on va terminer ce solo sur cette petite scène. Et puis, si un mec en chaise roulante vous dit que vous êtes le premier super-héros du monde, n'hésitez pas à le jeter dans les escaliers. Ça lui fera les pieds. Ciao. Solo. Non. Non, non, non et non. Non.